Pour la première fois depuis le début de cette guerre, deux choses se brisent en même temps, à l'intérieur de la Russie. Premièrement, l'armée russe est repoussée sur les lignes de front. Et deuxièmement, le public russe commence à se retourner contre Poutine lui-même. Ces deux choses ne se sont jamais produites en même temps. Et cette combinaison provoque une panique au sein du Kremlin que nous n'avons pas vue au cours des 4 dernières années de cette opération militaire spéciale. L'armée russe perd du terrain et subit de lourdes pertes. Des manifestants anti-guerre ont défilé dans des dizaines de villes à travers la Russie, scandant « Plus de guerre ». Vladimir Poutine prépare son armée à riposter contre l'Ukraine après une attaque de drone. Il y a seulement quelques jours, Poutine a lancé l'une des plus grandes attaques de toute cette guerre contre la ville de Kiev. Plus de 50 sites ont été frappés par 90 missiles et 600 drones. Le Kremlin affirme qu'il s'agissait d'une riposte à une attaque ukrainienne survenue quelques jours plus tôt. Mais cette vidéo ne porte pas vraiment sur cette attaque russe. Parce que si l'on regarde ce que la Russie visait réellement, quels missiles ils ont utilisés, et l'appel téléphonique que Poutine a passé juste après l'attaque, il devient évident que cette attaque russe n'avait rien à voir avec une stratégie militaire. C'était un message. Et ce n'était pas vraiment un message pour l'Ukraine. C'était un message destiné aux États-Unis et à l'Europe, deux des plus grands soutiens de l'Ukraine. Donc, dans cette vidéo, je veux expliquer 3 choses. Premièrement, Poutine panique actuellement. Mais pourquoi exactement? Qu'est-ce qui est vraiment en train de s'effondrer en Russie? Et pourquoi il a choisi ce moment précis et ce missile précis pour envoyer ce message à l'Occident? Parce que, vous voyez, examiner tout cela nous dira exactement comment la Russie prévoit d'intensifier cette guerre ensuite et l'avertissement que Poutine essaie d'envoyer au reste du monde. Pour comprendre pourquoi Poutine panique actuellement, il faut revenir à ce qui s'est passé le 21 mai, il y a quelques jours. Pour la première fois depuis le début de la guerre, l'Ukraine a frappé et ébranlé le haut commandement russe, là où on ne l'attendait pas. Il ne s'agissait pas d'une frappe qui a eu lieu à Moscou. L'Ukraine a envoyé une vague de drones en plein cœur de Louhansk, une région de l'est de l'Ukraine que la Russie contrôle depuis 2014. La cible était un bâtiment universitaire, mais il n'était pas utilisé par des étudiants. Il servait de quartier général temporaire à une unité russe appelée Rubicon. Et voici ce qu'il faut savoir sur Rubicon. Rubicon est l'unité d'élite de drones de la Russie. Ce sont eux qui ont repoussé les forces ukrainiennes lors de la contre-offensive de Koursk en 2024. Ils ont aussi collaboré avec les troupes nord-coréennes pour atteindre cet objectif en Russie. Et en plus de tout ça, ils posent des problèmes aux forces ukrainiennes sur la ligne de front depuis leur création. Tout ça pour dire que ces gars de Rubicon, ils sont bons. Peut-être même très, très bons. C'est pourquoi les Ukrainiens les traquent depuis des mois, voire des années. En novembre 2025, nous avons parlé d'une frappe sur ce qui était censé être une autre base de Rubicon. Mais cette frappe-là était plus importante et bien plus choquante. Selon le SBU, ils ont éliminé plus de 100 membres de Rubicon, frappé un dépôt de munitions, neutralisé un système de défense aérienne, détruit un poste de commandement et endommagé une raffinerie de pétrole. On dirait qu'à chaque fois que l'Ukraine mène une attaque, une raffinerie de pétrole russe est mise hors service. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Pour Poutine, cette frappe a été douloureuse, mais elle lui a aussi apporté ce dont il avait besoin. Un élément de langage, un sujet qui peut être utilisé pour détourner l'attention du public, et peut-être même celle du monde entier. Vous voyez, comme je l'ai mentionné plus tôt, Rubicon opérait depuis un bâtiment universitaire. C'est pourquoi, après cette attaque, le Kremlin a immédiatement commencé à présenter cette histoire comme une attaque des Ukrainiens contre des étudiants universitaires. Ils ont convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur cette attaque, la qualifiant de crime de guerre et affirmant que l'Ukraine devait en répondre. Personne n'a vraiment pris cette réunion au sérieux. Mais je veux quand même vous lire la réponse du Danemark, c'est l'une des meilleures choses que j'ai vues. Regardez, le Danemark a déclaré « En suivant la logique des demandes russes pour cette réunion, il nous en faudrait 2 fois plus. Des réunions d'urgence quotidiennes du Conseil de sécurité, y compris le week-end, ne suffiraient même pas à effleurer la terreur, la mort et la destruction que la Russie a infligées à l'Ukraine. » Je suis presque sûr que Poutine n'a pas apprécié ce commentaire. Bref, concernant cette accusation de crime de guerre, ce n'était jamais vraiment l'objectif du Kremlin. Le but était d'offrir à Poutine une couverture pour ses actions à venir. Et pour comprendre pourquoi il avait tellement besoin de cette couverture, il faut comprendre ce qui se passe en Russie depuis quelques semaines. Vous voyez, cette frappe sur le Rubicon était grave, mais ce n'était pas la pire nouvelle que Poutine ait reçue récemment. La pire nouvelle venait des Russes eux-mêmes. Première fois en 4 ans que les Russes s'opposent ouvertement à Poutine et à la guerre qu'il a lancée. Je vais être honnête avant d'aborder toutes les données. Je sais qu'on ne peut pas faire confiance aux sondages russes. Ils sont très,
très ouvertement truqués. Les sondages indépendants, ou même les médias indépendants, n'existent tout simplement pas en Russie. Tous les médias considérés comme indépendants ont rapidement été réduits au silence après le début de l'invasion en 2020. C'est donc quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Mais maintenant que nous savons que les sondages sont truqués, voici ce qui est vraiment fou. Même ces sondages truqués montrent que la cote de popularité de Poutine est en baisse. Il est maintenant moins populaire qu'il ne l'était il y a un an. Et il est aussi moins populaire qu'il ne l'était au début de cette guerre. Réfléchissez à cela. Si même vos sondages de propagande n'améliorent pas vos chiffres, c'est qu'il y a vraiment un problème dans le pays. Alors voyons qui critique réellement. Parce que, comme nous l'avons déjà expliqué, les critiques ne viennent pas des personnes auxquelles on pourrait s'attendre. Ce ne sont pas des dissidents, des amoureux de la démocratie, ou des voix pro-occidentales à l'intérieur de la Russie. Toutes ces personnes ont été forcées de partir. Les critiques actuelles proviennent principalement des blogueurs militaires russes, et bien sûr, des nationalistes russes, tous impliqués dans la guerre dès que Poutine l'a lancée. Ils soutenaient l'invasion de l'Ukraine. Ils voulaient intégrer l'Ukraine à la Russie. Maintenant que la guerre ne se passe pas comme prévu, ils accusent Poutine. Écoutez ces déclarations. En voici une provenant d'un blogueur de guerre russe qui parle simplement de la situation et de l'ambiance à l'intérieur de la Russie. La population, confrontée à une réalité sans accès à Internet, s'effondre silencieusement. Ce mécontentement qui s'exprime en privé s'accumule, et l'espoir de l'ennemi est qu'il finira par éclater et donner le résultat qu'ils attendent si patiemment en Occident. Maintenant, je vais vous accorder cela. C'était une manière très diplomate de dire que les Russes ne sont pas heureux. Mais tout le monde n'est pas aussi diplomate. Regardez cette déclaration suivante. Cette déclaration provient encore d'un blogueur de guerre russe. Poutine ne s'est toujours pas adressé aujourd'hui au peuple russe après que les forces armées ukrainiennes ont mené le plus important bombardement depuis la Grande Guerre patriotique. Autrement dit, depuis la Seconde Guerre mondiale, en visant Moscou, la capitale du pays. Toute l'élite fait semblant que rien ne s'est passé. Certains ont trop peur de quitter leur bunker, et d'autres ne veulent pas attirer l'attention sur eux, en temps de guerre, en apparaissant en public. Pourquoi avons-nous besoin d'un président qui craint d'être avec son peuple durant une guerre qu'il a lui-même lancée? Ne sait-il pas comment la gagner? Comment y mettre fin? Comment en sortir? Et cherche-t-il simplement à gagner du temps, en espérant que tout se résoudra tout seul? Est-ce ainsi que se comportent les dirigeants et les commandants? Se cachent-ils dans des bunkers quand leurs capitales sont bombardées, ou restent-ils avec leur peuple dans les moments difficiles? Vladimir Poutine a peur et refuse de se mettre en danger. C'est pourquoi il ne se rend pas à Belgorod, Koursk, Tuapse ou en Crimée. Vladimir Poutine craint d'apparaître sur la place rouge après le 9 mai sans garantie de sécurité de Donald Trump. Donc, s'il a peur de tout, peut-être qu'il devrait simplement se retirer et laisser d'autres prendre sa place. Ceux qui n'ont pas peur des balles et des défis historiques. C'est assurément une déclaration choquante. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu sortir de Russie il y a seulement quelques années. Maintenant, je veux clarifier autre chose, parce que je sais que certains d'entre vous vont probablement aller dans les commentaires et commencer à se plaindre. Bien sûr, une déclaration comme celle-ci ne veut pas dire que Poutine sera renversé demain. Cela ne signifie pas non plus qu'un coup d'État va avoir lieu très bientôt. Le coup d'État de Prigojine est venu de nulle part, donc on ne sait jamais. Mais les chances que cela arrive maintenant sont très faibles. Néanmoins, il s'agit d'un nationaliste pro-guerre, quelqu'un qui soutient cette invasion de l'Ukraine. Et cet homme remet maintenant publiquement en question la guerre et le leadership de Poutine. Comme je l'ai dit, on n'aurait pas imaginé cela en Russie au début de la guerre. C'est un grand changement qui ne survient pas sans contexte. L'armée russe n'arrive pas à protéger les Russes à l'intérieur du pays, et elle échoue aussi sur les lignes de front. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Regardez cette carte. La grande ville que vous voyez ici est Rostov-sur-le-Don, l'un des principaux centres logistiques utilisés par la Russie dans cette invasion. C'est là que les approvisionnements de l'ensemble des fronts du Sud sont organisés avant d'être envoyés par camion. Et l'autoroute reliant Rostov-sur-le-Don à la Crimée, longeant la mer d'Azov, est la principale ligne d'approvisionnement essentielle à la survie de la Crimée. Malheureusement, cette ligne d'approvisionnement devient de plus en plus dangereuse. Parce qu'au cours des 2 dernières semaines, l'Ukraine a transformé cette autoroute en zone mortelle. Des drones frappent des camions chaque jour. On peut voir l'effet sur cette autoroute grâce aux images diffusées. Les convois d'approvisionnement sont traqués. Et voici la partie la plus effrayante de cette campagne. Elle vient juste de commencer. Littéralement, les Ukrainiens viennent d'annoncer qu'ils ont commencé cela il y a 2 semaines et comptent doubler ou tripler d'efforts. Alors regardez cette annonce du chef du ministère de la Défense ukrainien. Nous lançons un blocus logistique pour l'armée russe.
Nous intensifions les opérations de frappe à moyenne portée pour détruire systématiquement la logistique et les lignes d'approvisionnement de l'ennemi, les privant ainsi de leur capacité à mener des actions offensives. Nous avons alloué 140 millions de dollars pour des achats directs par nos unités de première ligne les plus efficaces, tout en lançant simultanément des appels d'offres compétitifs à grande échelle. L'arrière de l'ennemi n'est plus un refuge sûr. Nous prônons l'initiative en utilisant la technologie et la froide logique de la guerre pour paralyser leurs opérations. Les Ukrainiens ont saisi ce qui blesse actuellement les Russes et intensifié leurs efforts. Devinez quoi? Même en si peu de temps, cette campagne a déjà un impact sur la Crimée. On voit des rapports faisant état de pénurie de carburant partout sur la péninsule, et le phénomène ne fait que s'étendre. Regardez, les pénuries de carburant commencent à Sébastopol. Voici les premières conséquences des frappes ennemies systématiques sur les raffineries et les pétroliers le long du corridor terrestre vers la Crimée. Inutile d'interroger les autorités locales. Les questions devraient être adressées à Gorizimov, le chef du ministère de la Défense en Russie. Et voici les questions que ces blogueurs russes posent. Pourquoi la protection des entreprises industrielles stratégiques a-t-elle été insuffisante? Deuxièmement, pourquoi le corridor terrestre en Crimée n'est-il pas mieux sécurisé? Malheureusement, ceux qui devraient déposer ces questions manquent de volonté. Je suppose qu'ils préfèrent éviter de tomber par la fenêtre. C'est pourquoi ils ne vont pas interroger Poutine et son petit copain Rossumov. Mais bref, voilà le contexte. C'est la situation à laquelle Poutine est confronté. L'armée recule sur le front. L'unité d'élite des drones a perdu des centaines de ses opérateurs les plus expérimentés en une nuit. La principale route d'approvisionnement vers la Crimée est en flammes. Et en plus de tout ça, le public russe et les blogueurs de guerre russes lui demandent maintenant publiquement de démissionner. En fait, même ses propres sondages truqués montrent que les gens se retournent contre cette guerre. Cela signifie que Poutine est acculé comme il ne l'a probablement jamais été auparavant. Lorsqu'un criminel de guerre comme Poutine est acculé, il intensifie la guerre. Et c'est exactement ce qu'il fait en ce moment. Cela nous ramène à l'attaque dont nous avons parlé au début de la vidéo, l'attaque contre Kiev. Maintenant, le missile utilisé lors de l'attaque prend beaucoup plus de sens. Vous voyez? Le 3 mai, juste 2 jours après cette frappe contre Rubicon dont nous avons parlé, la Russie a riposté en frappant Kiev avec un missile balistique Oreshnik. Comme vous l'avez probablement entendu, il s'agit d'un missile hypersonique capable de transporter une ogive nucléaire, spécialement conçue pour porter une tête nucléaire. Et voici ce que beaucoup de gens oublient. Une ogive nucléaire n'a pas besoin d'être précise, car elle cause tellement de dégâts qu'elle peut vaporiser pratiquement tout ce qui se trouve dans son rayon. Elle n'a donc pas besoin de toucher un bâtiment ou une coordonnée précise. Mais vous voyez, quand vous utilisez un missile comme ça, un missile Oreshnik sans ogive nucléaire, c'est comme utiliser une Ferrari pour faire des livraisons d'Ordache. Ce missile coûte entre 30 et 50 millions de dollars par lancement, voire plus. Je ne connais pas les chiffres russes, car ils ne sont pas transparents sur leurs dépenses militaires. Pourtant, Poutine a utilisé ce missile pour viser un garage vide. Ce n'est pas une blague. Nous avons en fait une vidéo de la personne qui possédait le garage, et il était très énervé que Poutine frappe un garage vide avec ce missile coûteux. Regardez. Un Oreshnik s'est écrasé sur mes garages, putain. Vova Poutine, je te montre sur quoi tu as gaspillé des millions de dollars. Ça, ce sont des garages. C'est une coopérative de garages. Tu te rends compte? Et regarde, dans ce garage, juste dans celui-ci, l'oncle Sacha avait prévu de s'enfiler 50 grammes. C'était une décision stratégique, mais toi, enfoiré, tu as tout gâché. La question est donc, pourquoi agir ainsi? Pourquoi dépenser autant pour presque rien? Parce que le missile n'était pas une riposte, mais un message. C'était un message pour les États-Unis et l'Europe. Nous le savons, parce que nous savons que quelques heures après cette frappe, le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, a décroché le téléphone et a appelé le secrétaire d'État américain, Marco Rubio. Et il a transmis un message assez simple. Faites sortir les diplomates américains de Kiev. Parce que des attaques comme celle-ci vont continuer à se produire et que la Russie ne fera pas attention à ne frapper que des cibles militaires. Même les médias russes en parlent très ouvertement. Regardez. Plusieurs journaux russes publient aujourd'hui la déclaration d'hier du ministère russe des Affaires étrangères. Voici sa publication dans le journal officiel russe, Rossiyskaya Gazeta. Elle annonce l'intention de Moscou de lancer ce qu'elle appelle des frappes répétées et systématiques sur les entreprises de l'industrie de défense ukrainienne à Kiev, y compris des installations pour concevoir, produire, programmer et préparer les drones à l'utilisation. Elle ajoute que les frappes viseront également les centres de prise de décision et les postes de commandement. Et elle appelle les ressortissants étrangers, y compris les diplomates et le personnel des organisations internationales, à quitter la ville dès que possible.
alors que le chef de la mission de l'UE à Kiev a déjà déclaré que l'Union européenne ne se retire pas. C'est pourquoi la Russie souhaite que tous les diplomates et étrangers quittent Kiev, voire l'Ukraine, car pour Poutine, ce serait une grande victoire. Il a donc adressé le même message à l'Europe qu'aux États-Unis. Mais malheureusement pour Vladimir, personne ne le prend au sérieux, et aucun départ du pays n'a été annoncé. Et en plus de ça, on a des politiciens européens qui disent en gros que, eh bien, si la Russie nous frappe, on va considérer que c'était intentionnel. Je souhaite revenir en arrière pour analyser cette attaque, car Poutine n'a pas utilisé qu'une seule arme dans cette attaque. Il a utilisé 90 missiles et 600 drones pour cibler essentiellement de nombreuses cibles civiles. Et voici la liste des choses qui ont été endommagées. Nous savons cela grâce aux photos qui proviennent également d'Ukraine. Poutine a attaqué un musée national d'art, l'Opéra de Kiev et un musée dédié à la catastrophe de Tchernobyl. Tout cela montre clairement que la Russie ne frappait pas seulement des positions militaires, même si c'est une opération militaire spéciale. Elle frappait tout ce qu'elle pouvait trouver, sans distinction. Et malheureusement, la Russie a plus de facilité à frapper des cibles civiles que des cibles militaires, parce que bien sûr, les cibles militaires sont protégées. La Russie espérait que cette attaque ferait partir les diplomates étrangers de Kiev vers une ville occidentale pour y installer leur ambassade. Mais tous ont refusé. À ce moment, le vieux président ivre de la Russie s'énerve publiquement. Regardez sa déclaration. L'Union européenne a annoncé qu'elle garderait sa présence diplomatique à Kiev, malgré les avertissements russes. Apparemment, elle a des diplomates à revendre et doit réduire les effectifs. Ce type a bluffé toute la guerre, donc je doute que la Russie attaque des diplomates. Le fait qu'ils avertissent les diplomates en dit plus sur les réelles intentions de la Russie. Cela montre que la guerre va s'intensifier, un scénario déjà vu par l'Ukraine. Chaque fois que la Russie est sous pression au front, elle vise les civils ukrainiens. Cette fois, il ne s'agit pas seulement du front. Poutine subit également des pressions à l'intérieur du pays, et la seule façon dont il pense pouvoir s'en sortir, c'est en devenant encore plus brutal en Ukraine.